Est-ce que les deux exposants qui doivent se présenter sont présents dans la salle? Ce qu'on a fait cette année avant chaque atelier, 2 minutes de pitch pour deux exposants qui viennent un petit peu vous vanter toute la pertinence de passer sur leur stand. Personne? Une fois, deux fois? Bon, alors on fera peut-être un pitch de fin d'atelier, à la fin de l'atelier. Alors merci d'être sur ce premier atelier, qui est une carte blanche à Frédéric Cavazza. Alors je suis assez content de l'accueillir. On s'est croisés en mai 2010. On avait organisé une conférence à Bordeaux. Les deux intervenants, c'était Frédéric Cavazza et Ludovic Dublanchet. À cette époque. Et déjà à l'époque, c'est assez constant, puisque c'était Frédéric Cavazza, consultant web et aujourd'hui un des blogueurs les plus influents du net français. Il exerce ses talents en matière de conception web et de e-commerce ou de marketing web. Il consacre notamment un blog au thème des médias sociaux et d'Internet. Alors on peut rajouter que depuis, vous avez écrit pas mal de livres sur ces sujets-là, mais sinon, c'est quand même une description assez constante et tout reste assez pertinent. Donc je vous laisse la parole pour cette présentation. Et puis en fin d'intervention, on gardera 2-3 minutes. Dernière relance, si les deux exposants sont présents dans la salle. Toujours pas. Oui? Non, c'est quelqu'un qui lève le bras. Donc je vous laisse la parole. Alors, merci pour cette introduction. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais, d'accord. Là, vous pouvez lever la main si vous ne m'entendez pas. Si jamais au fond ou à l'étage, vous avez du mal à m'entendre, n'hésitez pas à faire des grands signes. Donc, nous sommes partis pour une petite heure ensemble à parler de mobilité. Donc, il y a une présentation qui a été faite rapidement. Donc, je suis Frédéric Cavazza, ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans le monde du web. J'ai un blog qui s'appelle fredcavazza.net que je rédige depuis près de 15 ans. J'ai publié 2 bouquins également, un sur les médias sociaux, un sur l'Internet mobile. Ça tombe bien, c'est d'Internet mobile qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de l'Internet mobile, de la mobilité, surtout dans le contexte du tourisme? Parce que le smartphone, c'est vraiment aujourd'hui le terminal numérique sur lequel se concentrent toutes les attentions. C'est également celui sur lequel il y a beaucoup d'idées reçues et il y a beaucoup de subtilités à comprendre. Donc, ce qu'on va essayer de faire dans la prochaine heure, c'est d'essayer de bien comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec les smartphones, de bien réaliser l'impact qu'ils ont sur les parcours d'achat et notamment sur les touristes, d'essayer de voir quels sont les usages innovants qui se sont développés cette année. On fera un petit détour sur le sujet épineux des applications mobiles. Est-ce qu'il faut une application mobile? Est-ce qu'il n'en faut pas? Vous allez voir, la réponse n'est pas si simple, mais c'est une réflexion qui est indispensable et qu'il faut avoir. Et on enchaînera après sur quelque chose qui me tient bien à cœur, c'est le principe d'écosystème mobile. Donc, en gros, spoiler alerte, non, une application mobile, elle n'a pas les réponses à tous les besoins que vous avez. Ce qu'il vous faut, c'est un petit peu plus. C'est tout un écosystème mobile. Et c'est ce qu'on étudiera sur la seconde partie de la présentation. Donc, on verra quelles sont les différentes modalités de présence, comment est-ce qu'on choisit les bonnes, comment on les orchestre. Il y aura une méthodologie, il y aura des exemples, il y aura tout ce qui va bien par rapport à ça. Avant toute chose, un petit peu de statistiques. Donc, le smartphone, aujourd'hui, c'est le premier écran. D'accord? Il est devant les ordinateurs, il est devant la télévision. On a un petit peu de mal à le reconnaître, mais on a aujourd'hui des consommateurs, des citoyens qui sont vraiment accros à leur smartphone. D'accord? C'est quelque chose qui est vraiment transformatif. Aujourd'hui, l'analogie que j'aime bien utiliser, c'est que le smartphone, c'est la télécommande de notre quotidien numérique. Donc, rassurez-vous, je ne vous ferai pas le plan sur on est 100% connecté en permanence, on est dans la matrice et ainsi de suite. Ce que je constate simplement, c'est qu'on a fait la bascule. Faire la bascule, ça veut dire qu'au quotidien, que ça soit pour s'informer, pour se divertir, pour travailler, pour communiquer, pour socialiser, pour tout ce que vous voulez, pour acheter, pour consommer, on utilise un petit peu plus de numérique que d'analogique. Et ça, c'est grâce au smartphone. Et ça, plus on avance dans le temps, plus ça s'accélère. Donc vraiment, le smartphone, c'est un accélérateur d'adoption des usages numériques.
Le smartphone, c'est quelque chose de plus puissant qu'un ordinateur. Pourquoi? Parce qu'on est plus longtemps exposé aux contenus et services en ligne quand on a un smartphone. Qui n'éteint jamais son smartphone? Qui s'en sert de réveil matin? Le matin. C'est pas bien. Oh là, oh, il y en a beaucoup. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. On a près d'un quart des Français qui n'éteignent jamais leur smartphone et qui dorment avec, un peu comme un doudou. Bien évidemment, c'est pratique parce que ça fait réveil, mais vous pouvez vous mentir à vous, mais pas à moi. Moi, je sais que c'est parce que si vous le laissez à portée de main, c'est parce qu'on ne sait jamais, si jamais on a un coup de fil, si jamais il y a une photo sympa, s'il y a des chats sur Internet, tout ça. Donc, on vérifie s'ils sont encore là. Oui, ils sont encore là. Ce que je veux vous montrer avec cette diapositive, en fait, c'est qu'on a un rapport de proximité avec le smartphone qui est très différent de ce qu'on peut avoir avec un ordinateur. Un ordinateur, c'est l'ordinateur du boulot, c'est un ordinateur qui est partagé, c'est un ordinateur sur lequel éventuellement un administrateur système peut avoir des vues. Le smartphone, on ne le partage pas. Il peut y avoir un ordinateur pour plusieurs personnes, il n'y a qu'un mobinote par smartphone. Donc on a une vraie relation de proximité. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le smartphone aujourd'hui c'est le premier écran. En termes de vente d'unités, le smartphone il explose complètement les PC. Donc vous le voyez sur le graphique du haut, voire même on a des ventes de PC qui régressent. Le smartphone c'est également officiellement le premier support de consultation numérique. Donc on consomme plus de contenu et de services numériques sur un smartphone que sur un ordinateur. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Mettez-vous bien ça dans la tête. J'insiste lourdement pour dire que le smartphone, c'est le premier écran, d'accord, que ça soit en termes de temps passé ou que ça soit en termes d'investissement publicitaire, le smartphone, c'est le premier écran. Devant les tablettes, devant les ordinateurs, devant la télévision. Et ça, c'est important parce qu'on est en train de vivre un vrai changement de civilisation. La télévision, c'était le cœur du foyer, c'était celle qui nous informait, c'était celle qui nous instruisait, qui nous divertissait, c'était celle qui nous disait pour qui voter. Aujourd'hui, c'est le smartphone. Tous les puissants de ce monde, que ce soit Trump, Modi ou autres, ils sont sur Twitter, ils sont sur leur smartphone, ils ne sont plus à la télévision. En tout cas, ils le sont un petit peu moins. Ce qui est certain, encore une fois, c'est que le smartphone aujourd'hui, il est vraiment au cœur du quotidien des Français. Et le smartphone, il a un impact réel sur la consommation. Notamment pour des acteurs qu'on n'avait pas du tout identifiés, à savoir, d'une part, les fabricants de chewing-gum. Pourquoi est-ce que les smartphones tuent les fabricants de chewing-gum? C'est parce que quand vous êtes au supermarché, quand vous faites la queue, vous ne regardez plus les têtes de gondole aux caisses, vous regardez votre smartphone. Du coup, vous n'êtes plus tenté d'acheter un chewing-gum, et voilà. Et on a des ventes qui s'effondrent. Autre victime indirecte des smartphones, les régies publicitaires des transports publics, que ce soit dans le métro, le tram ou autre. Pourquoi? Parce que quand on est dans les transports en commun, on a le nez dans le smartphone. Donc on regarde moins les publicités qui sont sur les quais, donc on a une mémorisation plus faible, donc on a un inventaire qui se déprécie, donc des revenus publicitaires qui chutent. Ça, pour moi, ça illustre bien la réalité du smartphone. Le smartphone, c'est un agent de transformation. Le smartphone, il n'est pas très grand, il rentre dans la poche. Par contre, il a un impact énorme sur les consommateurs, sur les annonceurs, sur les professionnels. Le négliger serait une vraie, authentique faute professionnelle. Donc, maintenant que les smartphones existent depuis 10 ans, maintenant qu'on sait que c'est le premier écran, concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour de vrai? Déjà, ça a changé la nature des contenus qu'on retrouve en ligne. À la base, mais oula, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, voilà, c'est il y a 20 ans, Internet, ça servait surtout à véhiculer en fait des documents, donc c'était essentiellement textuel. Aujourd'hui, Internet, c'est essentiellement visuel, que ça soit à travers des photos, des vidéos courtes, des gifs animés. Tout ce que l'on trouve aujourd'hui sur le web, c'est majoritairement visuel. En tout cas, c'est ce qui fonctionne le mieux. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se consomme le mieux, négligemment, avec son smartphone en main, crac, 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 on fait défiler et on a des contenus visuels. C'est grâce au smartphone que Instagram, aujourd'hui, approche du milliard d'utilisateurs. C'est grâce au smartphone que Snapchat a explosé. Donc c'est vraiment quelque chose de massif. On dit aujourd'hui que le smartphone, c'est la nouvelle télévision. C'est littéralement la nouvelle télévision. Essayez de vous intéresser à ce qu'est en train de faire Facebook aux États-Unis. Le mois dernier, ils ont lancé Facebook Watch.
C'est quoi? C'est un onglet supplémentaire dans Facebook dans lequel il y a des programmes télé. Il ne communique pas beaucoup dessus. Par contre, sachez qu'aujourd'hui, Facebook finance des films, des séries télé, des documentaires, des émissions de télé-réalité et ainsi de suite. Il finance des programmes télé. Facebook, c'est la nouvelle télé grâce au smartphone. Mettez-vous ça en tête, le smartphone c'est le premier écran, devant l'ordinateur, devant la télé, et il n'y aura pas de retour en arrière. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut tenir comme acquis. Le deuxième impact du smartphone, c'est sur le fractionnement des usages. Avant, avec les ordinateurs, on se posait devant l'ordinateur pour effectuer une tâche bien précise. Je vais me commander un canapé, je vais payer mes impôts, je vais réserver mes vacances. Voilà, on se posait devant un quart d'heure, une demi-heure, on avait une tâche précise en tête. Avec le smartphone, on fonctionne de façon complètement différente. On a des micro-moments de consultation, soit parce que je cherche de l'information, soit parce que je cherche à réaliser quelque chose, soit parce que je cherche une destination, soit parce que je me renseignais sur un produit. Donc on abandonne les 2-3 séances de 15, 20, 30 minutes qu'on avait dans les journées et on les troque contre 20-30 séances de 1 à 2 minutes. Ça, c'est la réalité des usages sur les smartphones, ce sont ces fameux micro-moments. Retenez bien ce mot, on en reparlera tout à l'heure. L'autre impact de l'hégémonie des smartphones, c'est la domination sans partage de Facebook et de Google, qui sont les deux acteurs forts du smartphone. En termes de revenus publicitaires, c'est un carnage. C'est un carnage parce qu'ils absorbent plus de 60% en fait de tous les budgets publicitaires. Et ça aussi, c'est pas prêt de changer, malheureusement, parce qu'ils ont une telle longueur d'avance qu'on ne voit pas bien qui pourrait les rattraper. Donc ça aussi, il va falloir faire avec. C'est la réalité qui nous a été imposée par la prolifération des smartphones. Un petit point important mais concrètement pour les professionnels du tourisme, qu'est-ce que ça veut dire? À la base, un touriste, il n'emmène pas son ordinateur avec lui. D'accord? Il y a 20 ans, c'était évident. Aujourd'hui, c'est, on va dire, toujours la même situation. En revanche, il a son smartphone dans la poche. Tous. Partez du principe que pour chaque adulte, il y a un smartphone, quelle que soit sa nationalité. Et ça change la donne. Ça change la donne, pourquoi? Parce que le smartphone, on a aujourd'hui un petit peu de recul et on a surtout les chiffres qui nous permettent de mieux comprendre comment le smartphone, en fait, il intervient dans le parcours d'achat. Et on se rend compte que pour la moitié, en fait, des voyageurs qui achètent en ligne, le smartphone est là. Il est là en amont pour inspirer. Il est là au moment de la prise de décision, il est là au moment de la planification, il est là sur place. En fait, il est là tout le temps. 80% des voyageurs utilisent leur smartphone une fois sur place. Si ça ne vous fait pas tilter, je ne sais pas quelle statistique pourra vous faire réaliser l'importance du smartphone. Le smartphone, bien évidemment, sur place, il est important, mais il est également important en amont, donc dans les phases de planification. Que ça soit pour un déplacement bénin ou que ça soit pour des vacances longues à l'autre bout de la planète. Tout ça, ce sont des chiffres que vous pouvez trouver facilement. Faites une recherche dans Google, vous allez tomber dessus. Ça servira à justifier peut-être un budget auprès de votre patron. En tout cas, tenez-le-vous pour dit, le smartphone, il est ancré dans le parcours d'achat et il ne va pas s'en aller. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est concrètement pour un voyageur, pour un touriste, comment ça fonctionne? On a un petit peu de théorie là-dessus, notamment les gens de chez Google qui y ont réfléchi et qui ont surtout posé les bases de ce que sont les micro-moments des mobinautes dans un contexte touristique. On a d'abord ce qu'ils appellent le « I want to get away moments », donc c'est le moment d'inspiration. Moment d'inspiration qui peut être nourri, par exemple, avec le contenu que vous allez publier sur les médias sociaux, et notamment Instagram. Souvenez-vous les contenus visuels. On a les « time to make a plant moments », donc les séquences de réservation ou de planification. Donc là, c'est pareil. Posez-vous la question de savoir, est-ce que c'est simple de planifier chez moi quand on n'a qu'un smartphone en poche? En termes de simplicité, de rapidité et de confort d'usage, il est essentiel de se poser ces questions. On a également les « let's book it moments », donc les moments de réservation. Là, c'est pareil. Est-ce qu'on peut réserver facilement sur un smartphone chez vous?
Je me fiche de savoir que oui, on peut accéder au site, c'est bon, ils peuvent y aller. Non, mais est-ce que c'est facile de remplir un formulaire de 12 champs pour faire la réservation? Non, c'est pas facile. Peut-être qu'il faut faire autrement que le formulaire. Ah ouais, mais ça fait 10 ans qu'on travaille comme ça. Je m'en fous. Je m'en fous. Reposez-vous cette question parce qu'elle est essentielle. Et on a aussi les can't wait to explore moments, donc c'est les moments d'anticipation où on a, encore une fois, les touristes qui, la veille ou les jours avant, on va dire, la jouissance d'une prestation touristique, vont se renseigner. Là, c'est pareil. Est-ce qu'on peut essayer d'améliorer le confort d'usage? Est-ce qu'on peut améliorer l'expérience qu'on va leur proposer? Et surtout, est-ce qu'on peut stimuler le partage? On a vu tout à l'heure un speech très intéressant sur Copenhague et sur les moments à partager. On est tout à fait dedans. Voilà. En termes d'usage et de dernières innovations, qu'est-ce qu'on fait dernièrement sur les smartphones? On a les chatbots. Qui n'a jamais entendu parler des chatbots? Attention, je prends les noms. Ok, c'est bon, tout le monde a entendu parler. J'insiste pas, je pense que tout a été dit là-dessus, je pense que vous avez compris l'intérêt. J'insisterai lourdement par contre sur le fait qu'un chatbot, ça ne vit pas que dans Facebook Messenger. Un chatbot, ça fonctionne aussi sur Twitter, par SMS et ainsi de suite. Pensez-y, c'est important. Il n'y a pas que Facebook Messenger dans la vie, il y a aussi le SMS. Les touristes chinois, ils n'ont pas Facebook Messenger. Par contre, ils ont les SMS. Donc ça, c'est important. Autre usage intéressant, c'est les nouveaux formats publicitaires. N'essayez pas de faire rentrer une bannière dans Instagram ou dans Snapchat. Ils n'en veulent pas. C'est pas possible. Donc ça veut dire que si vous voulez être présent sur ces plateformes-là, il va falloir vous trouver la tête pour communiquer autrement, pour valoriser autrement vos produits touristiques, vos prestations, et pour diffuser autrement votre message. Et c'est là où, effectivement, ces plateformes sociales-là, elles ont des outils, elles ont des livrets blancs, des cas d'usage, pour vous aider à réfléchir autrement et à voir comment vous pouvez faire des publicités natives qui soient spectaculaires, qui soient intéressantes. Donc, que ce soit les géofilters sur Snapchat, donc des filtres, des petits smileys géolocalisés, que ce soit les publicités natives dans Instagram, c'est une autre façon de communiquer et de valoriser les produits. Ça demande un petit peu de savoir-faire. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le mieux. Parce que personne n'aime les bannières. Déjà qu'on n'aime pas les bannières sur un ordinateur, alors sur un smartphone, c'est même pas la peine. Qu'est-ce qu'on fait d'intéressant également récemment? On a un acteur qui s'appelle Google, avec Google Maps, qui a relancé, qui a redynamisé un programme de contribution locale. Ils appellent ça les Local Guides. Je ne sais pas si vous avez rejoint ce programme. Il a été refondu en juin. L'idée, en fait, c'est que, comme le mobinaute, il aime bien partager sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, tout ce qu'on veut, on n'a qu'à l'inciter à partager dans Google Maps. Et le programme qu'ils ont mis en place, il est assez remarquable et ça fonctionne extrêmement bien. On a cette dynamique de ludification, donc avec des points, avec des scores, avec des badges. On a des incitations assez lourdes. Pas moyen de prendre une photo si vous avez un smartphone Android sans qu'on vous dise vous allez bien la partager, la photo, enfin quand même, ça peut être utile pour les autres. Et ça fonctionne plutôt très bien. Si vous ne connaissez pas le programme, allez voir. Vous allez voir que c'est très bien foutu. Et surtout, gardez en tête qu'il y a 2 milliards de smartphones Android sur la planète, 2 milliards d'utilisateurs de Google Maps. Voilà, c'est pas mal. Le compte y est. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi sur les smartphones? On commence à faire de plus en plus de recherche visuelle, que ça soit pour la décoration, c'est ce qu'on voit à gauche avec Pinterest, que ça soit pour les fringues, on a notamment une recherche visuelle qui est disponible dans l'application de Azos, le distributeur, ou que ça soit dans la rue bientôt, plutôt que de rechercher avec le clavier virtuel qui est quand même un peu galère, il suffit de prendre en photo ou de filmer et hop, on a des résultats qui arrivent. Avant, on avait les Googles, cette application qui fonctionnait plutôt bien. D'ici à la fin de l'année, on aura Google Lens qui fonctionnera encore mieux. Donc vous filmez la devanture d'un magasin, on va vous remonter les avis, on va vous remonter le menu, on va vous proposer de faire tout un tas de choses. Vous filmez un code barre, on va vous proposer d'acheter le produit, et ainsi de suite. Ça, c'est essentiel. Si vous avez une devanture, posez-vous la question de savoir si elle est correctement référencée dans Google Street View
et si on peut facilement reconnaître les lettrages quand on prend en photo. Ça, c'est très important, par exemple, pour les touristes chinois. Ceux qui ne maîtrisent pas notre alphabet, ils ont des applications qui leur permettent de traduire. Encore faut-il que le contraste soit bon, encore faut-il que ça puisse se faire dans de bonnes conditions. Donc, faites le test. Vous sortez dans la rue, vous prenez une photo de votre devanture et voyez si dans Google Translate, ça passe bien. Qu'est-ce qu'on fait d'autre également avec les smartphones? La réalité augmentée. Oui, je sais, ça fait 10 ans que ça existe, on est d'accord. Déjà, il y a 10 ans, on avait sur le premier iPhone le e-métro et ainsi de suite. Application française, c'est important, on ne parle pas assez des Français. Aujourd'hui, c'est grosso modo la même chose, sauf que c'est beaucoup plus simple à réaliser et c'est beaucoup plus simple à utiliser. Notamment grâce à des gens comme Snapchat, qui proposent des filtres très rigolos avec des avatars, des emojis, notamment grâce à des briques technologiques qui sont fournies par Apple, qui sont fournies par Google, qui permettent de faire de la réalité augmentée dans des ordres de coûts bien plus faibles que ce qui était possible avant. Donc ça marche mieux, c'est plus rapide, c'est beaucoup moins cher. Il y a même des premiers formats publicitaires qui commencent à apparaître. D'accord ? Vous voyez le tableau de bord de la voiture ? Voilà, c'est expérimenté, là je crois que c'est la Toyota Prius ou je ne sais pas quoi, voilà, vous avez un tableau de bord et vous pouvez rouler, faire avec un tour en prise, vous avez compris quoi. Non mais c'est important parce qu'à partir du moment où on commence à normaliser les formats publicitaires, c'est qu'il se passe quelque chose. Et je vous le confirme, il est en train de se passer quelque chose avec la réalité augmentée, notamment grâce à, on va dire, l'hégémonie des smartphones et la simplicité de mise en œuvre. On a aussi la réalité virtuelle. Je sais, ça fait 20 ans que ça existe. Au début, c'était un petit peu bizarre. Ça va un peu mieux maintenant, mais on n'y est pas tout à fait. On y arrive petit à petit. Le souci, c'est que la réalité virtuelle, ça change beaucoup de choses, que ça demande une courbe d'apprentissage qui n'est pas négligeable, et que si vous voulez être prêt quand la réalité virtuelle sera plus largement diffusée, il faut commencer à réfléchir maintenant. Les hôtels Best Western, par exemple, tous leurs hôtels, ils ont été filmés en 360. Donc ça veut dire que ce n'est pas des photos en 360, c'est des films en 360. Donc vous pouvez visiter l'entrée, le lobby, le restaurant, les chambres, la piscine et ainsi de suite, tous leurs hôtels. Là encore une fois, on a des outils pour produire des contenus de réalité virtuelle à des ordres de coût qui sont beaucoup plus faibles qu'avant. On a également des canaux de distribution qui permettent de distribuer ces contenus plus facilement, notamment la plateforme Daydream chez Google, notamment la plateforme Oculus Home chez Facebook. Voilà. Si vous avez des photos ou des vidéos à 360, vous les balancez sur YouTube, sur Facebook, ils prennent, il n'y a pas de problème. C'est spectaculaire, ça fait plaisir aux touristes et ainsi de suite. Souvenez-vous, dans les micro-moments des touristes, en bas à droite, le « I can't wait to », voilà. Voilà ce qu'ils font les touristes qui ne peuvent pas attendre. Ils vont voir des vues à 360. Si vous n'en proposez pas, vous les frustrez. Voilà pour ces nouveaux usages. On s'attaque maintenant rapidement à une question qui est posée depuis des années, à savoir, mais est-ce que c'est mieux d'avoir une application native ou pas? Et à laquelle la réponse est ambiguë. Donc, avant toute chose, est-ce qu'il faut qu'on ait une application iPhone? Non. Commencez par une application Android. D'accord? Android, c'est 80% de part de marché quasiment dans le monde. Donc arrêtez de fantasmer, je sais que tout le monde aime bien son iPhone, c'est très bien. Si vous avez les moyens de vous en payer un, on est content pour vous. Par contre, pour un touriste lambda, c'est pas iPhone. Surtout pour les Chinois, surtout pour les Indiens, les Russes et ainsi de suite, c'est pas iPhone. D'accord ? En termes de volume, il n'y a pas photo. 75 à 80% de part de marché, c'est Android. En termes de « Ah, mais moi j'ai vu des statistiques, monsieur », figurez-vous que les internautes, les mobinautes, ils passent 90% de leur temps dans les applis, donc ne me racontez pas de conneries, moi je sais qu'il me faut une appli. On se calme. Étudions ces chiffres avec un petit peu plus de minutie. Effectivement, un mobinaute, plus de 90% du temps passé sur son smartphone, c'est au sein d'applications. Mais lesquelles ? Il y a Facebook, il y a Snapchat, il y a Messenger, il y a YouTube, il y a Spotify, il y a les jeux, il y a les utilitaires, il y a la météo, les emails, les agendas. Au final, le spot que vous pouvez occuper, c'est le petit croissant là, Lifestyle and Shopping, 5%.
Ne fantasmez pas sur les 92%, vous n'y avez pas accès. Vous ne parviendrez jamais à déloger un Facebook, un Instagram, un Gmail, un SMS ou autre. Vous allez vous battre pour ces petits 5%. C'est dommage parce que ça coûte une blinde, une appli mobile. Entre 20 et 30 000 balles. Tout ça pour se bagarrer pour 5% de part d'audience. Bonne chance pour calculer un retour sur investissement qui ne fasse pas hurler votre patron. Bonne chance. Ça n'arrivera pas. En fait, c'est là tout le problème de la situation. C'est que ça fait maintenant 10 ans que les smartphones sont là. Ça fait 10 ans que les mobinautes y testent des applications mobiles. Et puis ça commence à les saouler. Et puis ils développent des habitudes. Et puis ils n'en changent pas. À votre avis, combien d'utilisations mobiles est-ce qu'on utilise au quotidien? Entre 10 et 12. Quel pays est tout au bout? Forcément, c'est la France, ça n'allait pas être un autre, forcément, c'est nous. Donc voilà, en France, on est à moins de 10 applications utilisées régulièrement. 10 applications, aidez-moi à compter. Email, SMS, Google Maps, Facebook, Instagram, j'ai quoi? Agenda, j'ai Spotify, Clash Royale, éventuellement Voyage SNCF. Vous flippez, hein? N'ayez pas peur et arrêtez de rêver, ça n'arrivera pas. On ne téléchargera pas votre application. Je sais que c'est un cap psychologique à franchir parce que vous y croyez, mais ça n'arrivera pas. Et aujourd'hui, on a les chiffres pour le prouver. Aux États-Unis, un mobinaute sur deux ne télécharge plus d'application. En France, officiellement, tout va bien. La Mobile Marketing Association vous dit « c'est des conneries, mais non, regardez, on a au moins 10 millions de mobinautes en France qui ont téléchargé au moins une application. » 10 millions sur 35 millions, moi j'ai fait le calcul, ça fait près des 3/4 de mobinautes qui ne téléchargent plus d'application. Donc pour moi, la question elle est réglée. Ne rêvez pas, c'est pas parce que vous proposez une application mobile qu'elle sera téléchargée. Ils ont autre chose à faire, les mobinautes. Ils ont des smartphones qui sont gavés de jeux, de photos, de musique. Ils ont déjà Facebook, Instagram et ainsi de suite. Ils ont leur compte. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Il faut penser à autre chose. D'autant plus qu'on a un vrai problème d'expérience. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu le mois dernier. Donc ça, c'est le restaurant coréen où je vais souvent manger. Donc j'aime bien parce que c'est... Bon, bref. L'autre jour, à la porte d'entrée, il y avait un petit panneau du ministère qui disait « Niveau d'hygiène satisfaisant ». Ah, sympa. Si vous voulez plus d'informations, allez consulter ce site. J'y vais, donc c'est www.aim-confiance.gouv.fr. Ok, vas-y Coco, balance-moi les infos. Ah, non, il faut aller sur l'App Store. Ah merde, ok. On y va sur l'App Store. 1,6 sur 5, c'est pas terrible comme note pour application. Hein. Ah, puis voilà pas les commentaires, ça crache, c'est nul, ça sert à rien. Tout ça pourquoi? On me demande de télécharger 28 mégas, une application de 28 mégas, pourquoi? Pour consulter une fiche. L'appli est crash, personne ne l'aime. Ça rime à rien. Ça, moi, j'appelle ça gâcher l'argent du contribuable. Un simple site mobile aurait fait l'affaire. D'autant plus que les 9/10 des applications natives, qu'est-ce que c'est? C'est des coquilles et dedans on met des pages HTML. Autant faire un site mobile directement, sans passer par la case App Store. Enfin, c'est que du bon sens. Et ça, c'est ce que vous faites vivre, ou c'est ce que vous souhaitez faire vivre à vos mobinautes quand vous lancez une application mobile. Application qui vous coûte un bras Android, un bras iPhone. Voilà, faites le calcul, c'est une catastrophe. Voilà pourquoi je pense qu'il faut se sortir la tête de ce carcan qui nous a été imposé par Apple, voilà, c'est-à-dire tout passe par les applications. Dans leur jargon, en gros, c'est tout passe par iTunes pour que je récupère mes 30% de commission. Quand Apple dit c'est une question d'expérience, c'est parce qu'on veut... Non, ils veulent maximiser le profit pour les actionnaires. Ne rêvez pas, ils n'en ont rien à foutre de vous. C'est juste une question de profit et de gros sous. Donc, il faut se sortir de ce carcan et de cette façon de penser qui consiste à dire si on veut être présent sur un smartphone, il nous faut une application native parce que c'est mieux. Non, c'est plus cher et on ne la téléchargera pas. Donc, il faut penser autrement. Penser autrement, ça veut dire commencer par réaliser que quoi que vous proposiez à un mobinaute, vous allez le déranger. Parce qu'il a autre chose à faire.
Il a des chatons à regarder, il a de la musique à écouter, il a des jeux à faire, il a des messages à envoyer. Quoi que vous lui proposiez, vous allez le déranger. Donc, le bon état d'esprit, c'est de se dire comment est-ce que je peux faire pour minimiser la gêne. N'essayez pas de lui casser la tête en augmentant la pression publicitaire. Ça marchait à la télévision, ça ne marchera pas sur un smartphone. Donc, l'idée, en fait, c'est de se dire, si je veux essayer de minimiser la nuisance et l'effort que je vais demander à mon mobinote pour qu'il consulte mon contenu, mes contenus ou mon service ou mes offres, c'est de faire en sorte que je puisse m'insérer dans son quotidien et, dans un premier temps, de comprendre dans quel contexte il est. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais contexte, il y a des bons ou mauvais moments. Voilà. Il faut essayer de comprendre la journée du mobinote et de savoir à quel moment est-ce que vous pouvez vous insérer pour lui proposer ce que vous avez à lui proposer. Et pitié, pas une application mobile de 28 mégas qui bug, ça ne sert à rien, c'est de l'argent gâché. Comme on l'a vu tout à l'heure, je vous ai dit les micro-moments, souvenez-vous. Le but de l'opération pour vous, ça va être ça. Ça va être d'identifier les micro-moments dans la journée des mobinotes pendant lesquels, ma foi, les contenus ou les services ou les offres que vous allez leur apporter vont leur être utiles. Donc c'est ces fameux micro-moments où ils vont être un petit peu plus ouverts, où ils vont un petit peu moins se vexer ou s'énerver si on leur propose spontanément des choses. C'est ça le but de la manœuvre, c'est de s'insérer dans le quotidien des mobinotes. Puisqu'on a vu qu'une application native, ça coûtait cher, c'était téléchargé, ça coûtait cher, c'était pas téléchargé, étudions d'autres alternatives pour pouvoir exploiter les smartphones. Et des alternatives, on en a plein. Là, je vous ai fait toute une liste de ce qu'il est possible de faire sur un smartphone. On est tous d'accord que c'est mieux d'avoir une application native, mais ça coûte cher, elle ne sera pas téléchargée, donc il faut faire autrement. Il faut faire autrement et surtout, il faut essayer de choisir là ou les solutions qui sont les mieux adaptées au contexte. Et c'est là où cette notion d'écosystème mobile elle rentre en ligne de compte. Ce que je vous propose maintenant, c'est une petite méthodologie pour essayer de s'insérer dans le fameux quotidien de nos mobinotes. Ici, par exemple, je vous ai identifié 4 micro-moments dans un contexte alimentaire. Admettons que je sois une marque alimentaire, par exemple, je vende des pâtes ou des surgelés. Dans quel moment de la journée d'un mobinote est-ce que je vais pouvoir leur proposer des offres sans que ça les énerve, sans que je les dérange? Quand mes consommateurs sont en train de faire des courses, quand ils sont en train de se renseigner sur des recettes, quand ils sont en train de préparer à manger, ou quand ils sont en train de regarder une émission culinaire à la télévision. Voilà. C'est un petit peu grossier comme exemple, mais ça vous donne l'état d'esprit. Encore une fois, le but de la manœuvre, c'est de dire « j'essaye d'identifier les micro-moments pendant lesquels la nuisance va être moindre, pendant lesquels les mobinotes vont abaisser leur défense et où je vais pouvoir leur placer une offre ou alors je vais pouvoir leur proposer mon contenu ou mes services. » Donc, moi j'ai une méthodologie toute simple qui se déroule en 5 étapes pour faire ça. La première étape, c'est de fixer un cadre. Donc, dans un premier temps, quels sont vos objectifs? Est-ce que vous voulez travailler les ventes, le trafic en point de vente, la notoriété, la fidélité, la satisfaction? Tous ne peuvent pas être affrontés, poursuivis en même temps. Il faut définir une hiérarchie. Cette hiérarchie, elle est clé pour pouvoir faire les bons choix derrière. On va également s'intéresser aux frictions ou aux tensions qu'on va essayer de soulager dans la journée des quotidiens. Rappelez-vous, l'idée, ce n'est pas de leur casser la tête, c'est de les aider. Donc les aider à faire quoi? Les aider dans quoi? Qu'est-ce qui les démange? Qu'est-ce qui les gratte? Qu'est-ce qui les gêne? Ok, moi j'apporte une réponse à ça. Donc bien d'identifier, on va dire, ce moment de gêne. Essayez d'identifier également la problématique sur les autres canaux. Si ça n'a pas fonctionné à la télévision, à la radio, à la presse locale ou dans une bannière sur ordinateur, pourquoi est-ce que ça fonctionnait sur smartphone? Ça aussi, c'est une question intéressante. N'essayez pas de reproduire ce que vous faites sur d'autres supports, ça ne sert à rien. Essayez plutôt de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné avant et surtout, quelle est l'idée? Non, je vais lui casser la tête pour qu'il achète parce que c'est à cause de mon chiffre d'affaires qu'il faut que je fasse mon chiffre. Ça, ce n'est pas une bonne idée. D'accord? Voilà.
Je vais l'aider à manger plus sainement, je vais l'aider à gagner du temps dans sa découverte d'un lieu touristique, je vais l'aider à rencontrer des gens localement. Voilà, ça c'est des bonnes idées. Première étape, on fixe un cadre. Deuxième étape, on identifie les fameux moments clés mobiles. Dans quel contexte? Est-ce qu'on est dans la rue? Est-ce qu'on est dans les transports en commun? Est-ce qu'on est à l'aéroport? Est-ce qu'on est le matin, le midi, l'après-midi? Quelle est l'activité qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils se détendent? Est-ce qu'ils sont en visite? Est-ce qu'ils sont en recherche active d'un restaurant? Et surtout, sur quel type de terminal est-ce qu'ils sont? A priori, ça va majoritairement être du smartphone, mais ça peut être des tablettes, ça peut être des montres connectées. Bon, il n'y a pas d'a priori par rapport à ça. Troisième étape, essayez de définir ce que j'appelle une modalité d'engagement. Modalité d'engagement, c'est quoi? C'est soit un message, soit une offre, soit du contenu, soit du service, soit un objet connecté par exemple. Donc, encore une fois, je définis les objectifs, j'identifie la cible, j'identifie le bon contexte, les moments clés, j'identifie la tension ou la friction que je veux réduire et je formalise ma solution en fonction de tout ça. Après ça, on décline, donc on matérialise ce qu'on a décidé. Ça peut être un message sponsorisé, ça peut être une photo ou une vidéo, un tutoriel par exemple, ça peut être une story, ça peut être un article, ça peut être des conseils, ça peut être une promo géolocalisée, ça peut être un jeu. Ça peut être tellement d'autres choses qu'une application native. L'important, c'est que ça soit utile et que ça soit ciblé à la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Et après, je mesure l'efficacité. Soit de l'efficacité nette, avec un retour sur investissement, soit de l'efficacité abstraite, avec un retour sur objectif, soit de l'efficacité que j'ai du mal à calculer, mais que je vais faire flipper mon patron, avec du retour sur non-investissement. Attention, eux, ils le font, et eux aussi, ils le font. Si on ne le fait pas, voilà. Donc vous avez plusieurs moyens de justifier les coûts derrière, les investissements. Ce qui est certain, encore une fois, c'est que le smartphone, c'est le premier écran, et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Donc on n'a pas d'autre choix que d'investir, que de progresser et de petit à petit construire un écosystème mobile. Tout ça, c'est très bien. C'est très bien quand on s'appelle L'Oréal ou Renault et qu'on a des budgets de plusieurs millions d'euros. Mais quand on est un artisan, une TPE ou une PME, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous seriez extrêmement surpris de tout ce qu'on peut faire avec assez peu de moyens. Pour les plus timides, on a déjà à disposition un certain nombre de supports qui sont très intéressants à travailler. À commencer par Google Local. C'est fou ce qu'on peut faire avec Google Local. On a la fiche dans Google Maps, mais on a également le Website Builder, on a la possibilité de réserver, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec Google Local. Donc ça déjà c'est intéressant. On a les SMS géolocalisés. Ça aussi, c'est un classique. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas besoin de télécharger d'application, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, c'est du simple et efficace. On a les emails, qui peuvent être géolocalisés aussi. Il suffit tout simplement d'activer une borne Wi-Fi publique pour pouvoir avoir le droit d'envoyer du SMS ou de l'email à vos cibles. On a les guides locaux, Yelp, TripAdvisor et ainsi de suite. Ça aussi, ça fonctionne bien, avec des offres de visibilité. Et on a Facebook, qui a des offres qui sont parfaitement au point. Donc tout ça, n'importe qui, en 5 minutes, sans aucune connaissance informatique, vous pouvez y arriver. Avec ça, déjà, on assure les fondamentaux. Et c'est déjà très bien, et il y a un retour sur investissement qui est largement meilleur qu'une application native. Pour ceux qui en veulent un petit peu plus, on peut tenter des choses un peu plus olé olé. Instagram, par exemple, si vous avez des talents cachés pour prendre des photos ou si vous aimez bien faire le pitre, vous pensez que le boucher aux États-Unis, le mec, quand il a fait ses premières photos, il s'est dit je vais être une star mondiale. Voilà, je vais mettre du sel comme ça, et découper ma viande et je vais être une star mondiale. Non, le gars, il s'est fait plaisir à se mettre en scène et ça a fonctionné. Et pourquoi pas vous? C'est possible. Si vous aimez votre métier, si vous avez un vrai talent, mettez-le en scène dans Instagram, je veux dire, ça peut fonctionner. On a aussi les applications de messagerie, Facebook Messenger ou Kik Messenger ou autres. Elles proposent maintenant ce qu'ils appellent des codes. Donc vous créez un compte dans Facebook Messenger,
vous allez récupérer votre code, vous le mettez sur votre comptoir ou sur votre porte d'entrée, et après, les passants, ils peuvent rentrer en relation avec vous dans Facebook Messenger. Il y a 1,2 milliard d'utilisateurs de Facebook Messenger dans le monde. Il doit bien avoir 2 ou 3 clients pour vous dans ces 1,2 milliard. Sachant que ça vous prend 5 minutes, encore une fois, de vous créer un compte et d'imprimer le code et de le mettre sur votre comptoir. On a Snapchat. Je sais, c'est chelou, Snapchat. On est un petit peu déstabilisé, il n'y a pas de manuel, on a l'impression qu'ils font exprès pour humilier les adultes. Et, putain, comment ça marche? Et il m'énerve moi aussi, ça fait 2 ans que j'essaye, mais j'arrive pas à m'y mettre. C'est pas grave. Avec un petit peu de bonne volonté, on peut tester les géofilters. C'est pas des budgets monstrueux, on parle de 15-20 euros, c'est pas monstrueux. Testez. Si vous avez une forte activité saisonnière pendant les mois de juillet, août, testez, vous verrez bien ce que ça fait. On a aussi tout un tas de solutions pour faire des cartes de fidélité mobiles. Que ça soit, ici j'ai 2 prestataires, j'ai 06 et j'ai, je sais plus qui c'est lui. Bref, il existe aujourd'hui des solutions très simples pour dématérialiser les cartes de feed, voire pour dématérialiser les cartes de paiement. C'est des solutions mutualisées, ça coûte quelques euros par mois. Essayez. On a les chatbots. Je sais, ça peut vous impressionner, un chatbot. Vous vous dites, oh là là, c'est de l'intelligence artificielle, il va me falloir un data scientist, mais n'importe quoi, je n'ai pas le temps, je ne sais pas faire. Pop, 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 pop. Il existe des offres aujourd'hui avec des templates, donc des chatbots tout faits. Là, par exemple, on a un chatbot de cinéma, on a un chatbot de fleuriste, on a un chatbot de restaurant. Pour l'instant, c'est en anglais, mais ce n'est pas si compliqué de les traduire. Donc vous récupérez un template, un chatbot tout fait, vous traduisez les questions, les réponses, et puis vous testez, vous verrez bien. On nous parle beaucoup aussi, vous savez, des assistants personnels. Siri, Cortana, Alexa, Google Assistant, tout ça. Qui a déjà testé les assistants personnels? On leur parle et ça nous répond. Quelques-uns? D'accord. Est-ce que vous saviez qu'il faut 5 minutes pour se créer un service vocal, notamment sur Google? Ils appellent ça les actions. En quelques clics, c'est ce qu'il y a ici en bas à droite, vous pouvez vous créer des services vocaux. Il y a des templates, notamment des templates de quiz. Donc si vous êtes par exemple, je sais pas, un pro du kouign-amann, c'est quoi la recette du kouign-amann? Vous faites un quiz, combien de calories, quelle saveur, et ainsi de suite. Ça prend une demi-heure à faire. Et après, vous avez les touristes qui potentiellement peuvent dégainer leur smartphone et dire hey, Google, c'est quoi le kouign-amann? Vous ne connaissez pas le kouign-amann. Vous choisissez votre voix, hein, vous avez la jeune, vieux, homme, femme, Android, tout ce que vous voulez. Encore une fois, tout se fait à la souris, il y en a pour une demi-heure. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Pour quelques euros, pour une demi-heure, 1 heure de votre temps, vous avez en gros accès à tout ce que peuvent faire les grands comptes, les Starbucks, L'Oréal et ainsi de suite, Renault, des annonceurs où vous vous dites mais j'ai pas le temps, je sais pas faire, je suis trop petit. Non, 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 vous avez un petit peu de temps. Si vous savez envoyer un email, vous saurez faire ça ou ça, et personne n'est trop petit. Je peux vous garantir que tout ça se fait de façon assez simple, et ma foi, comme on dit chez nous, la chance sourit aux audacieux. Il n'y a pas 36 façons de se démarquer de la concurrence, il n'y a pas 36 façons de surprendre un touriste. Vous savez, le fameux effet waouh, surtout les Chinois, les gars, ça fait des années qu'ils font du WeChat, les chatbots et ainsi de suite, les mecs, ils connaissent un petit peu quand même. Il n'y a pas 36 façons. Il faut y passer un petit peu de temps, il faut y croire, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Croyez-moi sur parole, tous les outils existent dans des ordres de coûts qui sont bien plus faibles que ce qui était avant, et encore une fois, tout se fait à la souris. Donc en gros, il n'y a plus qu'à. Après ça, le plus important, je pense, pour vous, c'est de vous forger des convictions. C'est que vous vous documentiez sur le sujet et que vous ayez l'absolue conviction que le smartphone, c'est le premier écran, que quoi qu'il se passe, la priorité, elle doit être donnée au smartphone. Et qu'on ne peut pas débarquer avec ses gros sabots sur un smartphone comme on le fait à la télé, à savoir, tu regardes le programme, paf, non, tu ne le regardes pas, tu écoutes ma pub. Non, ça ne marche pas comme ça sur un smartphone. Il faut être utile, il faut être élégant, il faut être respectueux, il faut être malin, il faut essayer de se glisser dans les trous de souris, les fameux micro-moments. D'accord? Donc, moralité,
Vous n'avez pas besoin d'une application native. Ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est de convictions. Forgez-vous des convictions sur l'intérêt des smartphones et sur la place que le smartphone occupe dans le quotidien de vos clients. Le reste reviendra tout seul. Il y a des offres. C'est beaucoup moins cher qu'avant. C'est très compétitif. Ça fonctionne en quelques clics. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Merci pour votre attention. Je crois qu'on a des micros ici qu'on peut utiliser, donc si vous avez des questions, je vais essayer de les faire passer. Alors, est-ce qu'on a des questions? En bas, si possible, les questions, merci. Oui, une question. On met les outils en place. La difficulté, les applis, je suis convaincu, on peut en faire, on a testé, c'est bon. Comment on fait la promotion? Comment on se fait connaître? Comment s'y connaître en quoi? Comment on se fait connaître? Vous avez des outils de visibilité pour ça. Alors, la plupart du temps, c'est payant, que ça soit sur Yelp, TripAdvisor, Google, Facebook. Ces gens-là ne sont pas des abrutis. Ils ont bien compris que le soleil y brillait pour tout le monde. C'était à toi de comprendre que tu pouvais louer des parasols. Malheureusement, pour se faire connaître rapidement, il faut payer. Vous n'avez pas d'autre choix. Après ça, localement, observez le comportement des touristes ou des clients. Est-ce qu'ils ressentent une gêne? Est-ce qu'ils ressentent une frustration? Est-ce qu'ils ont envie d'être émerveillés, d'être surpris? Vous avez forcément la possibilité de les surprendre ou de leur apporter votre aide, avec un contenu ou un service. Par contre, là, c'est sûr que ça viendra un petit peu plus lentement que les offres payantes qui sont du résultat immédiat. Mais tout part du consommateur, observez-les, est-ce qu'ils ressentent une frustration, une tension, et est-ce que vous pouvez leur être utile? Est-ce qu'on a une autre question? Ah oui, tout là-bas. Bien fait. Tu ne voulais pas courir? Merci. Bonjour et merci pour cette brillante intervention, c'était hyper intéressant. Moi j'ai une question, je ne sais pas trop comment la formuler parce qu'on a parlé application. Est-ce qu'il y a des choses à faire aussi avec les beacons? Parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de prestataires qui nous poussent ça et voilà. Est-ce que oui. Sans une application, est-ce qu'on peut utiliser le beacon? Les balises de proximité, techniquement, ça fonctionne. Ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. On a des outils très simples pour les mettre en œuvre. On est par contre confronté à un double, voire triple problème. Il faut que le smartphone capte dans le point de vente. Il faut que le Bluetooth soit branché et détectable. Il faut que le mobinote donne son consentement. Ça fait 3 barrières qui aujourd'hui sont peut-être un petit peu trop hautes à franchir. Donc technologiquement, ça marche. Il y a plein de cas d'usage. C'est extrêmement intéressant, mais dans les faits, ces 3 barrières à franchir font qu'il y a peut-être des choses plus intéressantes à travailler avant. Si la finalité, c'est de pousser une offre locale, vous pouvez le faire par SMS. Il n'y a pas besoin de Bluetooth, beacon, machin et ainsi de suite. Ça va un peu sortir un rouleau compresseur pour écraser une mouche. Il y a peut-être des choses plus intéressantes à faire avant. Mais ça, c'est particulier à la France, c'est parce que la CNIL veille, que le législateur a décidé de cadrer tout ça. Malheureusement, il faut faire avec. Une autre question? Non? Écoutez, merci pour cette... Merci pour votre attention. Un tout petit peu en avance, mais pas de souci. Merci beaucoup.